Oui, voilà. Bien. Bon, très rapidement, un mot. Hein, quand Jean-Louis Estany, qui préside cette auguste maison ici, a proposé à l'Université populaire de se joindre à cette rencontre, nous avons répondu tout de suite avec enthousiasme et joie. Voilà, dans la mesure où, d'une part, nous sommes très honorés, bien sûr, de pouvoir rencontrer Madame Patou Matisse, dont nous connaissons l'importance des travaux, et en outre, ces axes de recherche recoupent les préoccupations qui sont celles de l'université populaire, c'est-à-dire que vous savez, nous donnons comme objectif de l'intelligibilité du présent. Or, effectivement, le recul que lui donne son savoir scientifique de préhistorien, mais aussi d'anthropologue, vous êtes aussi... oui, vous avez été étudier les SAN, voilà. Eh bien, vous permet effectivement d'avoir un regard distancié donc, et puis critique sur notre société. Je crois que vous avez contribué à déconstruire un peu, on verra peut-être après, à déconstruire un peu certains de nos préjugés. Je pense bien entendu à l'idée de sauvage. Vous avez écrit, n'est-ce pas, sur le sauvage, bien l'image que nous avons du sauvage, mais aussi, bien entendu, sur la place de la femme, ça nous savons, puisque nous avons tous entendu parler de votre livre, L'homme préhistorique, n'est-ce pas, était aussi une femme. Il y a aussi d'autres aspects, mais bien entendu, nous verrons ça sans doute dans le cours de la discussion. Et puis, enfin, bon, tout ça pour dire que il s'agit les savoirs sont aussi des savoirs critiques qui contribuent à déconstruire. Je dis ça parce qu'il y a eu toute une cabale là-dessus, sur les savoirs, la nature des savoirs. Vous voyez, vous comprenez l'allusion. Et ensuite, bien entendu, parce que nous avons, je parle de l'Université populaire, le plaisir de retrouver Pascal de Pape, hein, que nous avons déjà invité plusieurs fois. Tout à l'heure, nous disions que c'était ça va être la quatrième fois que nous nous retrouvons. Bien. Vous voyez bien que c'est toujours un plaisir on ne se passe pas de Pascal de Pape, qui bien sûr nous présentera après. Non, on s'en passe très bien, on s'en passe très bien. Et puis, bien entendu aussi, alors là aussi c'est une retrouvaille également, hein, Gwendoline Soublin, que vous venez bien sûr d'écouter ici. Eh bien, nous avons eu déjà le plaisir de l'écouter, au moins moi en tout cas, sur 2 pièces, c'est-à-dire Coca-Cola Life, non pas Life, comme je dis toujours, Life, il s'agit bien de Life, bien, et puis Pick Boy. Moi, je dois dire avoir été enthousiasmé par ces pièces, et je rappelle que l'Université populaire, là c'est de retrouvailles, avait organisé à l'occasion de la représentation de Pick Boy, avait organisé une conférence, c'était sur les relations entre l'homme et l'animal. Eh bien, vous voyez qu'ici, nous avons, nous, l'Université populaire, le plaisir de la découverte et des retrouvailles, eh bien, et l'on sait, n'est-ce pas, que c'est important. Je te remercie, Francis, parce que tu as dit beaucoup plus brillamment, mais peut-être un petit peu plus longuement, tout ce que vous avez prévu de dire. Nous allons gagner du temps. Tu l'as très bien fait. Pourquoi je suis là? Exactement. Tu as fait appel à moi. Exactement. Donc voilà, les présentations sont faites. Donc on peut, si vous voulez, passer en gros, elles sont faites, hein, on peut donner plus de choses, mais voilà. Je voulais dire que Gwendoline était associée à la Maison du Théâtre et qu'elle a écrit ce texte que vous avez entendu ici, en fait. Voilà. Bon, donc on pensait peut-être commencer par une petite échange sur la pièce elle-même, sur le texte que vous avez entendu. Vas-y, alors. Excuse-moi, on est entre amis là. Non, allons-y. Bonjour à tous. Non, je voulais juste ajouter, et je pense que Pascal serait d'accord avec moi, avant qu'on commence justement des choses très heureuses de partage et tout, je voulais quand même ici vous rappeler que nous sommes donc, on l'a dit, des préhistoriens, on travaille en France mais aussi on travaille à l'étranger. Et je voulais vous dire que voilà, je tiens absolument à avoir une pensée pour mes collègues avec qui j'ai travaillé 15 ans en Crimée et en Ukraine. Donc voilà, je voulais avoir une pensée pour eux et rappeler que voilà, ces collègues sont des préhistoriens eux aussi.
et sont en ce moment, malheureusement pas comme ici, vous voyez, entre amis, on partage, mais sous les bombes. Donc je voulais avoir une petite pensée pour eux. Donc je vais faire un peu circuler le micro. Est-ce qu'on peut vous demander comme ça, simplement, une réaction sur le texte que vous avez entendu? Alors, très rapidement, moi je suis stupéfaite par par deux choses. La première, c'est les connaissances, le travail de Gwendoline. Voilà, c'est extraordinaire. Vous avez peut-être certains mots vous ont échappé, mais bon, c'est vraiment un travail, une plongée dans les aires géologiques. Et c'est vraiment formidable. Et en plus, l'émotion aussi, évidemment. C'est pas seulement des connaissances, il y a toute une émotion. Et la construction même est extrêmement originale. Donc, sans flagornerie, j'ai vraiment adoré. Merci. Difficile d'en dire plus après ça. Je partage tout ce qui vient d'être dit et je rajouterai aussi une forme de musicalité dans le texte qui tient beaucoup à ton phrasé, hein, qui est incroyable. Mais cette musicalité qui, moi, est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure un petit peu rapidement, mais on vous jure qu'on ne connaissait pas le texte. Et qui me fait penser à ce que devait être, parce que je suis un amoureux de la Grèce antique, à ce que devaient être les déclamations des poètes grecs qui déclamaient l'Iliade, l'Odyssée, et ça devait ressembler à ça, quoi. Donc, ok, c'était il y a 3000 ans, 2500 à 3000 ans, mais ça devait ressembler à ça. Et cette musicalité dans le texte, aussi bien dans le phrasé, dans le son, que dans l'écriture, moi ça m'a bouleversé. Tu veux répondre? Je peux dire merci. Je vais faire Alors, le coup du micro, évidemment, c'est pas prévu. Je ne sais pas si quelqu'un peut... Il y a un micro sans fil qu'on peut avoir, je ne sais pas. Micro sans fil. En tout cas, est-ce que... Donc, il y a Madame Jagger-Schmidt qui est conservatrice chargée de l'archéologie au musée de Picardie. Jacques Darras, qui est un grand poète français. Picard. Et évidemment, dans la salle, chacun d'entre vous, je sais qu'il y a aussi des lycéens du lycée Luzarches, dont on est très heureux qu'ils puissent venir et qu'ils puissent participer à ces discussions. Donc, si quelqu'un veut réagir aussi par rapport à ce qui a été dit, ou s'il y a des questions à poser aussi à Gwendoline, dans un premier temps, on peut fonctionner comme ça. Si vous avez aussi des questions, des choses à demander. Si je pense que je vais voir si je peux aller jusqu'à vous. Attention à la caméra. Voilà. Je vous félicite moi aussi pour ce texte que j'ai trouvé très intéressant, et ce rythme entre ces moments de tension, ces moments de respiration, c'était très agréable à suivre. Et justement, je me demande quelles ont été vos sources d'inspiration, comment vous avez travaillé, d'un point de vue scientifique, c'est la question qui m'intéresse peut-être plus, mais comment vous avez travaillé sur ce texte pour trouver cet équilibre qui est assez subtil entre du contenu, effectivement, et puis évidemment cette poésie, cette construction très libre du propos. Alors, Spécimen, c'est un long travail. Ça m'a pris du temps pour accoucher de cette affaire. Le point de départ, en fait, tout ça, ça part d'une émotion que j'ai eue. Bon, déjà, voilà, je vais raconter un peu ma vie, mais quand j'étais petite, j'adorais la préhistoire. Voilà, peut-être un peu comme tous les enfants, j'en sais rien. Il y a un espèce de truc dans la préhistoire qui est un peu fascinant. Je pense que, je sais pas, ça convoque des trucs à la Robinson Crusoe ou je ne sais quoi. Donc j'étais fascinée par la préhistoire, et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Iran et je suis allée au musée Iran Bastan à Téhéran. Et il y a là-bas une très belle collection archéologique et il y a des petites Vénus.
Et en fait, il y a une petite Vénus qui a attiré mon attention. Et je suis restée scotchée, en fait. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une rencontre avec cette petite bonne femme qui date d'il y a si longtemps. Et ça m'a si bouleversée que je me suis dit, mais tiens, mais ça me donne envie d'écrire quelque chose sur cette émotion que je ressens là. Sur ce temps-là qui nous traverse entre elle et moi. Je suis là, elle est là. Ceux qui l'ont faite, celui ou celle qui l'a faite n'est plus là. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe entre nous, voilà, par cette présence de l'objet, cette trace. Et j'ai eu envie de me lancer en écriture un peu de façon très abstraite, comme ça, en disant, bon, je vais travailler sur le paléolithique, ça me plaisait de travailler là-dessus. Donc j'ai commencé à... j'ai ouvert des livres, hein, j'ai fait un travail rigoureux de documentation. Après, il est forcément non exhaustif, hein, parce que j'ai pas pu non plus étudier pendant 20 ans, donc, mais j'ai ouvert tout un tas d'ouvrages, j'ai essayé de comprendre quels étaient un peu voilà, les gens qui faisaient référence pour que ça puisse me guider. J'ai été voir notamment aussi, je me rappelle, j'avais vu l'expo Préhistoire à Beaubourg, peut-être que certains l'avaient vu, qui était magnifique, que j'ai adoré. J'ai regardé des documentaires, j'ai lu même des textes de fiction, je sais pas, enfin, de reconnecter, je sais pas, il y a un texte de Jack London par exemple qui s'appelle Avant Adam. J'ai essayé de tout prendre en fait. Je me suis tapé la guerre du feu aussi, enfin bon, j'ai tout fait, j'ai tout... En fait, je crois que quand on commence à travailler sur un texte, il ne faut pas hiérarchiser. En tout cas, à mon endroit d'autrice, tout est bon à prendre. Une balade, elle est bonne à prendre. La guerre du feu, c'est bon à prendre. Le travail de Marilène, il est bon à prendre. Tout ça finit par faire une espèce d'énorme micmac qui est trop, qui est absolument trop, mais qui va ensuite pouvoir se compresser pour en faire ressortir des idées fortes ou des choses qui nous touchent. Après, il faut se confronter à la matière, se mettre devant et se dire, bon, dans tout ça, dans ce trop-plein que je n'arrive pas à digérer, qu'est-ce qui surnage? Et là, il y a des choses qui apparaissent, il y a des motifs qui apparaissent, mais ça se fait très progressivement. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un texte que j'ai mis 2 ans à vraiment écrire. Quand je dis écrire, c'est aussi tous les temps de recherche. Et voilà, les choses se sont un peu élargies, c'est-à-dire que j'avais commencé à travailler sur le paléolithique, ça m'a passionnée. Et puis en fait, en travaillant sur le paléolithique, forcément, on se met à essayer de comprendre un peu les embranchements, avec toutes ces espèces humaines. On se dit, bon, qui est le cousin, qui est l'oncle, qui est l'arrière-petite-nièce. On essaye de comprendre un peu cette espèce de micmac. Et là, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Donc on essaye d'aller plus haut pour mieux comprendre, et en fait on remonte de plus en plus haut, en tout cas de plus en plus loin, haut ce serait peut-être pas le bon terme, mais on va de plus en plus loin pour essayer de comprendre les interconnexions, on va dire, dans l'évolution. Et c'est comme ça qu'on se met à se dire, bah tiens, finalement je vais faire une pièce sur l'évolution des espèces et le sapiens à l'intérieur de tout ça. Mais bon voilà, tout ça, ça prend du temps, c'est plein de post-it collés partout, c'est s'intéresser à la fois je sais pas moi, les animaux mammaliens, comme l'AD1, et puis est-ce que oui ou non, je sais pas, Homo erectus taillait des pierres ou faisait du feu ou je ne sais quoi, enfin voilà, ça passe par tout ça en fait, c'est une espèce d'énorme vrac. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions par rapport à la pièce? En fait aussi, alors, dans mon travail visuellement, enfin moi c'est quelque chose que j'aime faire à chaque fois, c'est vraiment d'avoir un travail presque un peu universitaire en fait quand je me lance dans un projet. Et toujours, et à chaque fois je m'en souviens au moment où ça arrive, toujours j'ai un moment où c'est trop. En fait j'ai trop d'infos. Enfin, moi je me rappelle vraiment de ce moment où j'ai tous mes post-it partout, j'ai essayé de faire des espèces de buissons du vivant, tout est étalé, j'ai des livres ouverts dans tous les sens, j'ai plein de notes et je m'en sors plus. Et je m'en sors d'autant moins qu'avec ce genre de discipline, les choses elles bougent tout le temps, enfin tous les jours il y a des nouvelles infos, tous les jours on va pouvoir remettre en question des savoirs qu'on pensait acquis. On se dit bon bah en fait c'est comme ça qu'à tel moment on faisait, bah non en fait c'est pas comme ça. Ça, ces terres-là, mais en fait, plutôt, c'est ces dates-là. Enfin, on est toujours en train de tout réévaluer. Et pour moi, ça a été difficile, ça, ce moment où
J'essayais d'accumuler de la connaissance, en même temps la connaissance m'échappait, et je ne savais plus quoi faire de tout ça. Et donc il a fallu que je prenne du recul sur les informations pour accepter l'inexactitude, et accepter que ma place était la place de la poésie, la place de l'imagination, et que je pouvais retrouver de l'espace d'écriture, un geste, seulement si je lâchais une forme d'espèce de rigueur un peu autoritaire de c'est comme ça et c'est pas comme ça et la date c'est ceci, mais en fait là ça va pas. Il a fallu mettre de l'inexactitude, il y a des choses inexactes dans ce texte, enfin, il a fallu traduire poétiquement. Voilà. Oui, le micro. Une chose dont on est certain, c'est qu'on est certain de rien. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Alors, moi, bon, j'ai beaucoup aimé. Bref. Je voulais savoir, dans le texte, il n'y a pas de... C'est un discours personnel. Et pourquoi avoir choisi le pronom on comment est venue cette idée de rassembler comme si cette personne qui parle, ça devient très animiste, quoi. On a beaucoup de choses à l'intérieur. Et comment cette idée est venue de parler de on, de nous ensemble? Très bonne question. Non, parce que c'est vraiment... quand on se met au travail, bon après on a accumulé des infos, puis après les infos on essaie de se dire, bon c'est très bien, j'ai des infos, maintenant quelle forme ça va prendre? C'est quoi mon projet dramatique? C'est quoi la structure? C'est quoi mon squelette pour raconter ça maintenant? Et ça c'est la charpente, on essaye de trouver la charpente, et puis après on va mettre de la chair, et la chair c'est les mots, c'est ce que l'histoire raconte par-dessus cette structure. Et dans la structure, il y a, pour moi, fondamentalement, la langue, elle est hyper importante. Donc, merci d'avoir relevé ça, la musique de la langue, tout ça. Enfin, pour moi, c'est très important. C'est ce qu'on pourrait appeler un poème dramatique, ce texte. Donc, du coup, la question du qui parle, elle s'est posée très vite. Je me suis dit, bon, si je mets je sais pas, ça va rester un itinéraire... singulier de cette femme, mais ça ne vous concerne pas, ça ne nous concerne pas, c'est son itinéraire à elle. Si on utilise le tu, qui peut être aussi un choix intéressant, le tu, c'est un truc que j'ai déjà utilisé dans une autre pièce, par exemple, Pick Boy, c'est intéressant parce qu'il peut nous impliquer, le tu fais ceci, tu avances, nanana, vous pouvez vous projeter, mais il n'était pas assez inclusif. Et donc après, j'en suis arrivée au on. J'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était pas un pronom qui avait été si utilisé que ça dans la littérature. Il y a eu un peu des choses, mais pas tant que ça. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est on. Il faut que ça se raconte en on. Parce que c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est nous, c'est il, c'est elle. C'est comme si ça rassemblait tous les pronoms. Et qu'en rassemblant tous les pronoms, cette histoire, vous pouviez la traverser comme le personnage la traverse. Je suis à la fois récitante et en même temps personnage, et en même temps vous, et vous êtes en même temps moi. Enfin bref, tout ça, ça devient une espèce de mélange infernal. Et je trouvais ça intéressant pour... Je trouve que ça raconte la pièce, ce on. C'est un on qui rassemble, et là je parle des humains, mais c'est un on qui rassemble aussi les vivants, enfin qui rassemble les embranchements, les vivants qu'on contient à l'intérieur de nous, parce qu'on est passé par 1500 milliards de formes. Avant que j'ai cette forme-là, il y en a eu tellement. Sur des millions d'années, et je trouve que ce on raconte ça. Le on, il raconte l'évolution aussi. Il nous raconte ensemble, et il raconte un parcours. Il raconte le temps, et il raconte le temps. Voilà, c'est tout. Peut-être on peut avancer un petit peu et pouvoir revenir aussi sur la pièce, etc. Si vous avez des questions ou des choses, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, c'est un peu informel. Francis? Non, est-ce que tu voulais... Excuse-moi, j'étais vexé. Ah non, pas du tout, Jean-Luc, pas du tout. J'ai un peu la manière dont j'ai ressenti la pièce. Donc, il y a effectivement, au-delà de la préhistoire, même toute une vision de l'évolution cosmique, quasi cosmique. Et j'ai eu un peu le sentiment que la personne impersonnelle, à la fin, était le résultat d'une évolution qui aurait totalement pu être autre. Un peu au hasard, qui aurait pu donc être un peu d'autres êtres, bien, et puis en même temps qu'il y a à travers ça une perturbation de l'ordre social tel qu'il existe.
je crois que ce n'est pas un hasard qu'on part du Capitalocène, eh bien, pour expliquer après le Capitalocène, eh bien, pour remonter jusqu'au Cambrien et même au-delà, mais je ne connaissais pas le terme. Hein. Voilà, un peu cette idée d'un bouillon en quelque sorte, et nous serions, nous tous, le résultat d'une évolution au hasard, et on veut là-dessus imposer un ordre, eh bien, qui est l'ordre social capitalocène, peut-être. Ce que je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai ressenti, peut-être que je... Je sais pas trop quoi dire. Oui. En tout cas, capitalocène, c'était important pour moi de mettre ce mot-là, parce que c'est vrai que vous avez sans doute dû entendre parler du mot anthropocène. C'est un mot qu'on met beaucoup dans les articles, tout ça. Bon, les scientifiques font des grands débats sur ce mot-là. C'est pas du tout validé encore, hein, que cette terre existe. On est dans l'Holocène encore. Bon voilà, et anthropocène, c'est marrant parce qu'il y a ce mot, mais il y en a d'autres, et donc dans les grands débats, il y a aussi possiblement capitalocène, je crois qu'il y a thanatocène aussi. Et donc tout ça, ça oriente des points de vue. C'est de dire, bon, la nouvelle ère géologique, elle démarre quand? Est-ce que ça démarre si c'est thanatocène parce que c'est la Première Guerre mondiale, donc on estime qu'il y a quelque chose qui change après ça? Est-ce que c'est anthropocène, c'est-à-dire, c'est le, voilà, anthropos, donc c'est l'humain, donc quand est-ce que l'humain, du coup, il provoque une perturbation? Là, moi, j'ai choisi capitalocène parce que, voilà, dans mon projet, je trouvais ça intéressant que ça raconte une... Enfin, voilà, je vais plutôt vous dire ce qui me dérange dans Anthropocène. Anthropocène, ce qui me dérange, c'est que ça voudrait dire que tous les humains sont responsables. Sauf que je ne pense pas que tous les humains soient responsables de l'état du monde actuel. Que la 6e extinction, là, qui court, c'est pas la faute de tout le monde. Et je crois que c'est la faute de... je ne sais pas si on peut parler de faute, c'est un peu accusateur, mais je crois qu'il y a certains qui sont plus responsables que d'autres, voilà. Et j'ai un peu du mal avec ce truc de l'anthropos qui veut rassembler l'ensemble de l'humanité. Capitalocène me paraissait plus incriminer des gens que j'avais plus envie d'incriminer. Voilà. Sur cette question, ce qu'a soulevé Francis, c'est que vous avez l'envie de rebondir. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, Ah non. Ça va d'autres choses par rapport à ce que tu dis tout à l'heure. Allez-y. Mais même par rapport à ce qui a été dit. Non, en ce qui me concerne, le terme déjà anthropocène, à titre personnel, je ne le valide pas, déjà. Moi, je suis préhistorien, archéologue, donc un peu géologue, donc je suis dans l'Holocène. Et je resterai là pour le moment. Parce que si demain, il y a une disparition de l'anthropos ou une forte diminution de l'anthropos, on va le dire ainsi, et que la nature, si je peux me permettre, reprend d'autres droits, qu'est-ce qu'on va dire par la suite? Naturocène? Donc ça ne signifie pas grand-chose pour moi. En revanche, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure, je ne vais pas rebondir sur Capitalocène, mais il y a autre chose qui a été dit tout à l'heure, c'est quand a été évoqué ce rapport, comment dire, spirituel et charnel, avec cette petite Vénus du musée de Téhéran, c'est à Téhéran je crois, qui a cette collection de Vénus. Et moi ça m'a fait penser à ce qu'on ressent, en tant qu'archéologue, même après des années d'archéologie, à ce qu'on ressent quand on a la chance, et il y a quelques archéologues dans cette salle, il y en a qui se cachent là-bas, il y en a une derrière, là, qui justement travaille beaucoup de mobilier, il y a Agathe qui est là, je ne vois pas qui est là. Enfin, quand on touche ces objets, on a deux attitudes. Enfin, en tout cas, moi j'ai deux attitudes. J'ai celle du scientifique, je suis censé être très sérieux, je suis censé décrire minutieusement, etc., avec des protocoles bien établis, mais on est aussi des humains. Et donc, quand on touche un objet, parfois très ancien, moi j'ai eu une sensation très forte un jour avec un biface, d'environ moins 400 000, quelque part par là, on a une émotion, et on peut visualiser, enfin moi ça m'est arrivé, on voyait quasiment la main qui tenait cette pièce-là il y a 400 000 ans. Et il y a à la fois, il y a le côté esthétique, il y a le côté émotion, et il y a le côté rapport à l'autre, mais dans un, pas dans l'espace, vu qu'on est là, mais dans un temps qui est énorme. Énorme. Alors, vous connaissez ma passion de l'explication du temps, j'adore ça, je ne peux rien, c'est comme ça, qui veut tout dire et rien dire. Le temps est censé être très mesuré, mais on dit à tout de suite, on ne dit pas à dans 37 secondes. Non mais, c'est vrai.
on dit « Ah, ben, je serai là dans 5 minutes ». En fait, ça peut être une demi-heure, etc., etc. On n'arrive pas à mesurer scientifiquement ce temps. Mais là, on est confronté à une temporalité gigantesque. Avec Marilène et d'autres, on parle de dizaines, de centaines de milliers d'années. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Et toucher un objet vous fait faire un bond dans le temps. Pas dans l'espace, vu qu'on est au même endroit que là où il est abandonné, mais au moins dans le temps. Moi, je parle en génération pour essayer de comprendre et de faire comprendre ce qu'est cette temporalité gigantesque. De nous, on en parlait tout à l'heure, de nous à Jésus-Christ ou Jules César, ça dépend de vos opinions, vous faites ce que vous voulez. Il y a environ 80 générations. 80 générations. De nous à la grotte de Lascaux, on est sur 900 générations. C'est un peu différent. Et les premiers hommes qui arrivent dans cette région, c'est 35 000 générations. Jésus-Christ, c'est 80. Donc il y a à la fois une forme d'abîme gigantesque de ce temps qui nous amène à une forme d'humilité aussi par rapport à ça. Moi, quand je touche un objet archéologique, c'est ça que je ressens. Quelqu'un, il y a 20 000 générations, a construit ça, a fabriqué ça, l'a tenu, l'a utilisé, s'en est débarrassé. Et là, c'est l'imaginaire qui peut venir en complément du scientifique. Je reviendrai juste sur l'émotion, parce qu'il m'est arrivé une drôle d'histoire, c'est-à-dire que je n'avais jamais pensé, je suis dans des salles où j'ai beaucoup d'ossements autour de moi, beaucoup d'ossements d'animaux, un peu plus loin j'ai beaucoup de crânes, de restes humains, et un jour j'étais en train de prendre le crâne de la Ferracie, le vrai, qui est un crâne de néandertalien, le vrai, et d'un seul coup, exactement, j'ai eu une émotion. Et cette émotion m'a bouleversée dans le sens où je me suis dit, mais en fin de compte, c'est quelqu'un, voilà, il y avait une vie, il y avait une histoire, et est-ce que j'ai le droit de le secouer dans tous les sens, de le prendre plein de mesures, et d'un seul coup, alors voilà, je pratique depuis un certain nombre d'années, ça m'était jamais venu à l'idée de ce questionnement, bien que je travaille plus sur les ossements d'animaux et tout que sur les ossements humains, mais d'un seul coup, ça m'a vraiment interpellée parce qu'il a pris cher. D'un seul coup, c'est devenu, j'ai dit, et ça m'a beaucoup travaillé parce que, surtout nous, là, nous sommes, moi je suis rattachée au Muséum national d'histoire naturelle, en particulier au musée de l'art, et nous sommes confrontés à ce problème de restitution, notamment des crânes. On a restitué bien sûr la Vénus autantote, là aussi, qui avait été si malmenée et disséquée par Cuvier. Et là, on a des crânes de Maoris qu'on a rendus, parce que derrière ça, ce sont des humains. Et on ne pensait pas, moi je dois le dire, je fais mon mea culpa, je ne m'étais jamais vraiment imaginé que c'était des humains. Alors je sais que c'est des humains, mais je n'avais pas vraiment ressenti dans ma chair. Et là, d'un seul coup, ça pose, ça questionne. Et c'est vrai que les émotions, donc ça peut être très positif, mais aussi d'un seul coup, on peut se dire, voilà. Et j'ai tout de suite pensé, parce que j'avais écrit sur elle, tout de suite pensé à la Vénus autantote en me disant tous ces savants qui l'ont mesuré de son vivant, et après qui l'ont disséqué, on pense comme un morceau de viande au départ, puis après que des os. Et d'un seul coup, je dis, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose? Donc c'est un vrai questionnement. Après, bon, on essaye de réfléchir, de trouver des moyens de pouvoir avancer dans notre réflexion et peut-être de dire, bon, on va quand même maintenir des études, mais ça questionne, parce qu'on donne vie, on redonne vie. Peut-être peut-être une question sur la représentation de la préhistoire, puisque dans la pièce, le poème dramatique qu'on a entendu, c'est le cas, même si c'est évidemment une représentation, comment dire, artistique, enfin dans laquelle il y a des niveaux complexes, etc. Et ça ne cherche pas à être la représentation de la préhistoire, etc. Mais sur la représentation, puisque vous avez travaillé là-dessus, et vous-même aussi, je me souviens de conversation, vous disiez ce que vous pensiez de certaines représentations de la préhistoire. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ce sujet, à la fois le côté de la fiction, et ensuite la manière dont on représente ou on représentait
les hommes, les humains et les femmes aussi, des temps passés et très lointains. D'ailleurs, les représentations, plus des hommes que des femmes, d'ailleurs, mais Marilène en parlera après moi, je pense. Il y a eu toute une histoire de la préhistoire. C'est bien ça. Je me le garde. Plus sérieusement, la préhistoire, c'est une science, entre guillemets, science récente. Ça démarre au 19e siècle. Ça démarre au 19e siècle, où en Europe. Unité de temps, unité de lieu, on y est presque. Et ça démarre dans une Europe qui est une Europe conquérante, qui colonise, qui opprime par la colonisation, et qui cherche des raisons, des justifications à cela. Il suffit de relire le discours de Jules Ferry, 1887, je crois, à l'Assemblée nationale, race supérieure, race inférieure, etc., etc., etc. Et donc, les hommes préhistoriques sont très utiles dans ce discours-là, vu que ça classifie, ça aide à classifier l'humanité. Et donc, les représentations, elles en découlent. Et jusque encore maintenant, on a l'image d'un homme préhistorique qui est une forme de sauvage, qui survit péniblement dans une nature forcément hostile, alors que nos travaux tendent plutôt à montrer qu'il vit très bien dans un environnement qu'il maîtrise et qu'il connaît parfaitement. Premièrement. Deuxièmement, et puis j'arrêterai mon plaidoyer là, je suis très insupporté par les représentations qu'on a actuellement des hommes préhistoriques ou des femmes préhistoriques, là peu importe, qui les décrivent systématiquement, et même des choses très 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 récentes, qui les décrivent systématiquement pourvus d'une chevelure aussi abondante que désordonnée, avec une barbe non taillée, tout ce genre d'attirail qui est l'attirail typique de l'homme préhistorique tel qu'on se l'imagine. Et ça, c'est dans les films, dans les représentations, et même dans les thermoplasties, donc les reconstitutions, qu'on a dans certains musées célèbres et récents. Les thermoplasties, c'est une reconstitution taille réelle qui se veut la plus fidèle possible d'un homme ou d'une femme préhistorique, mais aussi d'autres choses. Sachant que les reconstitutions, la seule chose dont on se pas sûr, c'est qu'elles sont fausses dès le départ. Ah oui, nous faisons une séance de l'humilité. Donc, quoi qu'il en soit, pas tous, oui, pas tous. Mais quoi qu'il en soit, on a ce même type de représentation à chaque fois, quoi. Alors qu'on sait, quand on fait un peu d'histoire de l'art préhistorique, là je parle pour Homo sapiens, pour nous, les Cro-Magnons entre guillemets, il y a un site célèbre en France qui s'appelle la grotte de la Marche. Il y a une centaine de plaquettes gravées de visages d'hommes et de femmes préhistoriques. Eh bien, ils sont parfaitement rasés, coiffés, peignés, ils ont des bandeaux dans les cheveux, etc., etc., etc. Donc c'est pas du tout ces types hirsutes qui se débattent péniblement, qui luttent contre un smilodon féroce, un mammouth hargneux et palmelleux, et toutes ces sortes de choses. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc il faut absolument passer maintenant par cette autre phase de, entre guillemets, réhabilitation de l'homme et de la femme préhistorique par l'image qu'on en donne. Je rappelle quand même qu'en anglais américain, mais aussi en anglais britannique, Néandertal a deux sens, deux significations. L'espèce fossile, homme de Néandertal, mais aussi un être brusque, brut, frustre, conservateur, réactionnaire. Chère madame, vous êtes responsable de vos propos. Donc, peu importe, mais il y a, en anglais, Néandertal a aussi cette signification-là. Et quand on suit un peu les débats politiques aux États-Unis, il arrive assez fréquemment que des hommes politiques s'invectivent mutuellement Néandertal, Néandertal, Néandertal. Bon, enfin, Beck BD a sorti un truc aussi dans le genre. Il a fallu 3000 ans pour la civilisation et une semaine pour retourner à l'homme de Néandertal, quoi. Le pauvre gars, il n'avait rien demandé. Mais non, c'est vrai que des fois c'est un peu, bon, on en sourit, mais des fois on est un peu agacé. C'est pour ça, juste pour revenir sur les représentations de l'armoplastie, nous, avec Pascal, on avait choisi pour l'exposition qu'on avait fait Néandertal, l'expo au musée de l'Homme, on avait choisi donc une dermoplastie d'Elisabeth Lanès assez fidèle
c'était un fossile qui avait été trouvé à Gibraltar. Et alors on l'avait fait habiller par Agnès B. C'est quand même, voilà. Et en plus, dans la main, elle tenait un journal qui s'appelle Cosette. C'était vraiment la provoque, mais je pense que c'est, voilà, simplement parce que c'est vrai qu'on tombe, puis elle était bien coiffée, attention. Donc c'est vrai qu'on tombe facilement dans cet aspect, parce qu'en fin de compte, on est toujours, même encore maintenant, dans cette vision progressive et unilinéaire de l'évolution humaine, tant biologique d'ailleurs que culturelle. Comme si on allait toujours du moins bien au mieux, de l'alpha à l'oméga. Bien sûr, c'est toujours nous le plus haut. Et je crois qu'il y a toujours, et pour bien marquer ça, ça m'est souvent arrivé à discuter avec des cinéastes, des réalisateurs, des documentaristes. Ils disent, ah oui, mais tu comprends, si on met pas, parce que moi, bien sûr, j'aime beaucoup les néandertaliens et les non-néandertaliennes, et donc si on met pas un peu voilà, des cheveux hirsutes, un peu comme ça, un vêtement mal posé, etc., eh ben, on va pas voir que c'est on va pas voir que ce sont des néandertaliens. Et si on les met avec des sapiens, il faut bien qu'on différencie les deux. Alors, voilà, à chaque fois, on nous disait, mais parce qu'il y a toujours aussi ce besoin de marquer, d'inférioriser, et ça, c'est important. Et pendant les représentations, quelque chose qui, à mon avis, qui était très grave dans cette période du 19e, qui a bien sûr connu des grandes inventions scientifiques, mais aussi des idéologies vraiment nauséabondes, et ben, les premières représentations et tout des néandertaliens, non seulement les faisaient hirsutes et tout, comme ça, et on les mettait foncés. Ils avaient les yeux foncés, ils avaient les cheveux foncés, ils avaient la peau foncée. Alors qu'ils sont de souche européenne, même si leur ancêtre vient d'Afrique, mais eux, ils sont issus d'une souche européenne, ils vivent en latitude nord, quelques-uns sont allés au Proche-Orient. Et donc, pourquoi voulez-vous qu'ils aient la peau foncée, la peau noire? Et on a montré par l'ADN d'ailleurs qu'ils avaient la peau noire. Mais ça faisait partie de ces représentations. Et par contre, les sapiens qui venaient du Proche-Orient et d'Afrique, etc., ils étaient blancs comme neige. Parce que voilà, il fallait faire, montrer ces différences. Donc, alors que c'est l'inverse. Et c'est très important justement de regarder le contexte, à quelle période on parle, parce que souvent, c'est marqué par la période, marqué par les idéologies de l'époque. Et ça, la préhistoire est un sujet très très fort sur ça. Il faut inférioriser pour montrer que nous, on a super bien réussi. Par exemple, sur la violence, ça m'a toujours frappé, il faut toujours qu'on montre qu'ils sont hyper violents. Parce qu'il n'y a pas de preuve archéologique qu'ils soient plus violents que nous, peut-être même moins. Quand on voit ce qui se passe maintenant, vous allez me dire quand même qu'on a progressé énormément. On a regardé autour de nous en ce moment. Donc, tout est comme ça, et c'est une question toujours de se positionner, nous, sapiens modernes, hein, d'abord on a appelé ça les hommes modernes, les sapiens modernes d'aujourd'hui, on est forcément mieux que ceux d'hier. Peut-être on peut, puisque tout à l'heure Pascal de Pape l'avait suggéré, vous pouvez parler de la représentation des femmes dans la préhistoire. Mais j'aime bien les hommes aussi. Non, non, je dis ça parce que souvent on dit, ouais, quand on... Non, sérieusement, ben là les femmes, alors c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il y a plus inférieur que les hommes sur les femmes. Alors, quand on voit les classifications du 19e siècle, justement fait par les anthropologues physiques qui prenaient des mesures et qui faisaient les races, comme on disait à l'époque, les races inférieures et les races supérieures, ils basaient par rapport notamment au ponçage, donc plus vous avez des mesures qui se rapprochent des ponçages, plus vous étiez inférieur. Donc il y avait les inférieurs des inférieurs, alors ça c'était les aborigènes d'Australie, les San et tout. Et quand j'ai regardé ces catégories, quand j'ai travaillé sur le sauvage et le préhistorique, en fin de compte, dans chacune des catégories, il y avait plus inférieur, c'était la femme. Toujours. Et là, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose qui était... Et donc, dans toutes ces... Forcément, au 19e, ça se passe, comme elle dit Pascal, c'est la préhistoire, en tant que discipline scientifique, prend naissance vraiment dans le mi-temps du 19e, avec, là aussi, des précurseurs des préhistoriens, parce que là aussi, ils avaient d'autres métiers. C'était tous des hommes, parce qu'ils étaient dans cette société occidentale, où il y avait bien sûr une vision des femmes comme mineures, comme subordonnées à l'homme, le système patriarcal. Et quand ils faisaient évidemment des reconstitutions de la vie quotidienne des humains préhistoriques, ben, ils faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils calquaient sur leur vie, donc souvent on avait aussi papa, maman, enfin bref, la famille. Et puis il y avait toujours les femmes représentées, apeurées, toujours au niveau du foyer, toujours avec leurs enfants,
sous la protection du grand chasseur qui revient les nourrir. Donc, et vraiment dans beaucoup de tableaux, dans beaucoup d'ouvrages aussi, c'est la même chose. La femme n'est jamais sujet. Quand elle est présente dans les romans, bah, c'est toujours pour valoriser l'homme, hein, le héros qui va la sauver de la bête féroce, qui va la sauver des autres bandes de cannibales. Bref, on est vraiment dans cette image parce que ça reflète, c'est très très fort, la société d'époque, et c'est presque inconscient. C'est-à-dire que forcément, c'est la société préhistorique tient grâce aux grands chasseurs et aux tailleurs et à celui qui va peindre. Toutes les représentations de ces activités sont toujours des hommes. Il va falloir attendre, même presque dans les années 70-80 pour voir des changements, mais bon, à part quelques exceptions comme toujours, mais sinon c'est toujours la taille des outils, toujours les hommes qui sont représentés, les peintres, de Lascaux, toujours les hommes. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais un peu agacée en disant bah, les femmes balayaient la grotte, quoi, voilà. Et donc, parce que des fois ça énerve un petit peu. Et surtout en plus, au niveau de la valorisation des activités, c'est-à-dire ce qui est important à savoir aussi, c'est pas seulement de. Parce que pour moi, ça ne me gêne pas qu'on dise que les femmes étaient à la cueillette et les hommes à la chasse. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de preuve archéologique, mais bon, c'est un autre débat. Mais pourquoi pas? Sauf que là, souvent, enfin jusqu'en tout cas, il y a même eu dans les années 60 un célèbre colloque, c'était Manhunter, qui montrait que c'était l'activité la plus importante, c'est celle du chasseur, c'est celle de la taille des outils, parce que l'homme a tout inventé. Un cabaliste a dit les femmes, elles n'ont pas l'esprit créatif, au sens d'invention, c'était très sympathique. Et tout était comme ça, donc ça imprime beaucoup. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, il y a beaucoup de difficultés à faire accepter qu'il faut prendre du recul et peut-être dans ces sociétés, c'était autre chose qu'un système de subordination, où il y avait la subordination des femmes. Surtout que les sociétés sont multiples, sont diverses, sont complexes. On a l'impression que la préhistoire, ça n'existe pas. Ce sont des sociétés préhistoriques sur des centaines de milliers d'années, si on prend les plus anciennes. Donc, qu'est-ce qu'on va penser à une seule société, qu'un seul système, en plus calqué sur le nôtre avec la subordination des femmes? Juste en 2 secondes pour rajouter quelque chose, la préhistoire, actuellement, je connais un universitaire sociologue canadien, dont je ne partage pas les vues, mais qui a développé le concept de la caverne conjugale. Ah, c'est vrai, j'en avais parlé une fois. La caverne conjugale. Et ce gars dit très sérieusement, il a publié des trucs là-dessus, etc. L'histoire de l'humanité se construit sur la domination de l'homme sur la femme. À la préhistoire, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est l'homme qui ramenait la nourriture, qui protégeait le foyer au sens large du terme, hein, etc., etc. Donc ça, c'est la nature même de l'humanité et du rapport homme-femme. Et donc, ce rapport, qui est le rapport premier, doit être le rapport qui doit exister maintenant. Il ne faut pas s'étonner que dans des concepts pareils, la Cour suprême, dans le pays juste en dessous, commence à se poser des questions sur le droit à l'avortement. Et la préhistoire joue un rôle là-dedans, très curieusement. L'archéologie est une discipline qui intervient plus qu'on ne le croit sur le politique. Deuxième chose, très rapidement, peut-être que certains dans cette salle connaissent un certain Martin Dumollard, très oublié de Dieu et des hommes, exécuté en 1862, décapité. Premier tueur en série d'histoire française. Père ses victimes. Martin Dumollard, son crâne, après la guillotine, a été prélevé, a été confié à un musée lyonnais, où il existe, il est toujours là, a été étudié par des anthropologues et a été comparé à celui de Néandertal. Avec des publications de Charles Nicolle, entre autres, et plusieurs autres. Ce sont les mêmes crânes. Dumollard était un tueur sadique, sanguinaire, violeur. Néandertal était évidemment une brute épaisse, tueur, sadique, violeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Manuel, tu peux réagir à cette question, peut-être aussi dans la salle, si vous avez, voilà, je vois des questions qui se... Tu veux d'abord, vas-y. Oui, non, c'est plus une... c'est une pensée qui m'a traversée quand je travaillais. C'est vrai que
quand on lit des travaux de préhistoriens, on voit bien qu'il y a des points de vue qui changent en fonction aussi des époques et que le point de vue adopte aussi le point de vue d'une époque. Je sais pas, quand il y a eu tous les trucs sur le chamanisme dans les grottes dans les années 70 par exemple, voilà. Là actuellement, bon, c'est vrai qu'on est dans ce moment de l'histoire qui est important et formidable de féminisme et d'essayer de reconsidérer la place des hommes et des femmes. On se dit voilà que tout ça est assez situé. Et du coup, je me demande, peut-être un peu, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment c'est pas une critique, c'est plus une interrogation que j'ai de me dire, mais en fait, voilà, est-ce qu'on pense à chaque fois avoir la clé est-ce que peut-être dans 10 ans, on va à nouveau penser les choses complètement différemment et que finalement, on n'arrivera jamais à une idée exacte, que l'exactitude n'existera jamais dans notre façon d'envisager nos ancêtres? Est-ce que c'est, je sais pas comment dire, mais est-ce que finalement tout ça c'est pas qu'une fiction qu'on se raconte en fonction de l'époque dans laquelle on vit? Voilà, ça serait ça ma question. Mais c'est un peu brutal parce que d'un coup on se dit bon, je dois peut-être abandonner. Non, mais je comprends très bien parce que c'est une question bien sûr qu'on se pose du fait qu'on travaille sur quoi déjà, il faut faire des fouilles archéologiques. Quand on fait ces fouilles, on sort des vestiges, c'est sur ces vestiges qu'on va investiguer, qu'on va chercher, on va appliquer des méthodes et des méthodologies, utiliser des moyens techniques. Et actuellement, quand même, je voudrais signaler qu'on a beaucoup plus de moyens technologiques pour aller un peu plus loin, qui apportent quelques éléments de réponse à quelques questions, comme je pense à l'ADN ancien, mais aussi à des études géobiochimiques, etc., enfin différents moyens. Donc on a quand même pour aller un petit peu plus loin, mais surtout où je crois qu'il faut être très prudent, c'est qu'en fin de compte, on n'aura toujours que des éléments de réponse pour certaines choses et dans certains endroits. Un site, on le dit souvent, mais un site archéologique, il est unique quasiment. C'est-à-dire que c'est très difficile, et c'est un peu ça qui agace des fois, c'est qu'on va extrapoler une observation qu'on va faire dans un site, alors qu'on ne l'a pas retrouvé ailleurs, on va dire, ben voilà, la préhistoire, il faisait ça. Ben non, enfin, je veux dire, c'est dans ce site-là, peut-être qu'il faisait ça. Donc, je crois qu'il faut, c'est la modestie dont parlait tout à l'heure Pascal, il faut faire attention à justement de savoir ce qu'on observe. Mais, malheureusement aussi, il y a des fois, ben, je crois qu'il faut le dire, par exemple, si on revient sur le problème, la difficulté actuellement, c'est de montrer, est-ce que dans certaines sociétés, dans les sites qu'on étudie, est-ce qu'il y a la division sexuée du travail ou pas? Est-ce qu'il y a des activités qui étaient faites par les femmes et des activités par les hommes? Rien qu'en regardant le matériel archéologique, je peux vous dire que pour l'instant, c'est impossible. Donc, la première étape qui est à faire, c'est, on parlait tout à l'heure de déconstruction, c'est-à-dire de dire, arrêtons de dire ce sont des hommes, parce qu'on n'a pas de preuves. Et on ne dira pas, et je ne dirai jamais, ce sont des femmes, parce qu'on n'a pas de preuves. Donc là, en ce moment, ce qui est important, c'est que c'est ce premier pas d'ouverture, d'ouvrir le champ des possibles, de changer de perspective aussi. Ce sont des sociétés lointaines, qui ne sont pas nous, elles sont autres, même si ce sont des humains, ce sont des autres. Et essayons de voir maintenant, on va trouver des moyens. Vous savez, moi quand j'ai lancé sur Néandertal mes premières études et tout, Pascal peut le dire aussi, voilà, Néandertal c'était la brute épaisse. Maintenant, tout le monde veut être Néandertal, puis personne veut être sapiens. Voilà, parce qu'on a découvert plein de choses, qu'on a ouvert le champ des possibles. On a dit, ben non, en fin de compte, il peut faire ça et ça, donc voyons s'il le fait. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire essayons de montrer, et surtout, regardons bien la diversité, je reviens sur ça, c'est important. Même si on parle, par exemple, des statuettes féminines, c'est sur 25 000 ans. Pourquoi voulez-vous que 26 000 ans, toute l'Europe, etc., pourquoi voulez-vous que ce soit les mêmes motivations? Forcément qu'il y a eu des choses différentes selon les sociétés. Et je crois que c'est important déjà de faire ce constat, de s'ouvrir l'esprit pour lancer des réflexions et se dire comment on peut mettre en évidence la division sexuée, par exemple, du travail, comment on peut mettre en évidence le statut des femmes. Ça, c'est un peu plus simple. On progresse beaucoup, il y a quand même quelques éléments sur ça. Mais voilà, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Pascal, tu veux ajouter? Non, pas grand-chose à rajouter à tout ça. C'est un peu comme dans toutes les sciences humaines, hein, parce que ça reste une science de l'humain. Donc c'est une science humaine qui s'appuie sur beaucoup de sciences exactes, l'archéologie en général, la préhistoire en particulier,
mais ça reste une science de l'humain. Donc, les chercheurs passent, sont étudiés après, les chercheurs passent, le mobilier reste, et il faut le conserver. Donc, gloire à tous les gens qui passent un temps fou à conserver l'immobilier, ça reste. Et les idées surgissent. Mais surtout, il faut arriver je dirais pas s'auto-analyser, on ne fait pas de la psychanalyse, hein, c'est pas ça, mais il faudrait, pour bien faire, arriver à se dire tous les jours, est-ce que ce que j'avance comme hypothèse, je ne parle pas des faits, je parle des hypothèses, c'est pas la même chose, ce que j'avance comme hypothèse là, est-ce une hypothèse crédible par rapport aux faits archéologiques, ou est-ce une hypothèse guidée par mes préjugés sociaux? C'est un bonjour. Hein. Donc après pas mal d'aspirine et quelques bières, on arrive à avoir des idées sur le sujet, mais c'est pas ça. Il y avait des questions dans la salle, peut-être. Oui, moi je voulais vous remercier d'abord pour cette soirée formidable où on a je dirais la science qui dialogue avec la poésie, la littérature, et c'est extraordinaire, ces approches qui se croisent là et qui s'entrecroisent. Et vous parlez d'un côté de rigueur, enfin de modestie, de scientificité, puis de l'autre côté on a dit qu'il y avait dans le texte des inexactitudes malgré un travail de fond. Moi je voulais dire que j'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose à la lecture du texte, vraiment, et de l'avoir appris en le ressentant très fort tout à l'heure, à rebours justement de toutes ces représentations de l'évolution où plus on est ancien, plus on est primitif, hein, plus on est sauvage, plus on est des singes, et plus on est vers nous, plus on est moderne, et on est sophistiqué, c'est formidable. À l'inverse de ça, moi ce que j'ai ressenti dans le texte de tout à l'heure, c'est à quel point on s'appauvrit à travers l'histoire et le temps, jusqu'à aujourd'hui, et la richesse extraordinaire de ce personnage, dont on sent qu'il est complètement immergé dans la nature, qui fait partie de la nature. Il est les feuilles, il est les animaux, enfin elle est les feuilles, les animaux, elle est l'ensemble de la nature, et je trouve qu'on ressent là une très très grande richesse de vie de ces humains aux différents temps, aux différentes époques, et que au contraire, plus on avance, et malgré les apparences, parce qu'on est bien habillé, et puis on a plein d'outils sophistiqués, on arrive dans quelque chose qui est très appauvri, et les slogans qui interviennent, les éléments de modernité qui interviennent dans le texte montrent à quel point c'est de la misère. Mais quelle misère! Mais quelle misère! Et le Capitalocène, il faut vraiment qu'on arrête, parce que ça va aller très très mal. Merci beaucoup. C'est vrai que pendant l'écriture du texte, il y avait une chose qui était très importante pour moi. C'était déjà, on vient d'en parler, mais c'est vrai que d'un seul coup aussi, moi quand j'ai plongé dans tous ces bouquins, dans toutes ces recherches, je pense que forcément j'avais des a priori, après ils étaient plutôt positifs, j'avais plutôt envie d'être éclairée par des choses belles, mais ça m'a ouvert plein de champs, de me dire c'est incroyable. Je sais pas comment c'est ce que j'ai fait après dans certaines scènes, mais comment les sapiens, ils ont pu prendre soin les uns des autres, que les handicapés en prenaient soin, que les femmes, voilà, c'était pas forcément ceci ou cela, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ça, c'est une chose. Et oui, du coup, il y a une autre chose qui était très importante pour moi, donc dans cette espèce d'élan comme ça, de voir les choses aussi avec beauté, quoi, avec lien. C'est que je me suis dit, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que cette femme, à l'occasion, comme vous l'avez bien dit, de ce chemin qui est à la fois en avant, puisqu'elle avance, c'est une journée chronologique, dans le temps présent, et en même temps, c'est un voyage à l'envers, puisqu'elle retourne aux origines, à la toute première cellule. J'avais envie qu'elle se réaugmente, que chaque ère, c'est pas toujours des airs d'ailleurs, mais que chaque chapitre, on va dire, que chaque chapitre la réaugmente, et lui redonne en fait des connexions, et qu'elle devienne encore toujours plus riche de toutes ces interconnexions, et que ces interconnexions lui donnent de la grandeur, de la sensibilité, un rapport avec son environnement duquel elle est complètement coupée dans la première partie, où elle est davantage dans quelque chose qui est un peu mécanique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas quelque chose qui vit à l'intérieur d'elle, mais c'est un peu éteint.
Et j'avais envie de souffler sur les braises de plus en plus dans chaque chapitre pour faire d'elle une totalité qui se redécouvre et qu'elle puisse en arriver, et c'est ce que j'ai écrit dans le texte, à ce que tout redevienne possible. Elle retourne à la cellule originelle et tout redevient possible et on peut recommencer le chemin en avant et puis vraisemblablement que ça prendra des directions nouvelles, hein, parce que rien n'est écrit. Pascal, très rapidement. Après, très rapidement, il y a un petit côté 2001 Odyssée de l'espace, Odyssée de l'espèce plus précisément. Merci pour votre intervention, monsieur, je crois que c'est monsieur. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec mes étudiants, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, dénoncez-vous. Non. Et on n'a jamais parlé autant d'écologie que maintenant, et on n'a jamais été aussi éloigné de la nature. Je voudrais poser une question dans cette salle, c'est pas un piège du tout. Hein. Qui dans cette pièce est capable de faire la différence entre un frêne et un aulne? Entre quoi? Un frêne et un aulne. Il y a quand même quelques naturalistes, mais il y a une centaine d'années, tout le monde faisait la différence. Pardon? Oh oui, ça c'est très méchant. Marilyn me disait que c'était les plus jeunes qui avaient réagi. Donc, on vous en félicite. Dans la salle. Ah, vous voulez. Allez-y, allez-y. En fait, je peux juste dire. Oui, vas-y. Je dis un tout petit truc, promis. En fait, j'aime bien votre question parce que c'est quelque chose que je me dis très souvent. En fait, moi, j'essaie d'apprendre le nom des arbres. Alors, je sais pas bien faire la différence entre frêne et aulne, mais j'adore. Enfin, j'essaie d'apprendre le nom des arbres, le nom des plantes. Et en fait, pareil, en travaillant là-dessus, bah, moi, j'ai appris le nom de bestioles, voilà, qui ont disparu il y a bien longtemps, notamment pendant le Cambrien. Voilà, et j'ai appris le mosasaurus. Enfin voilà, j'ai appris plein de noms. Ça fait d'un seul coup, ça fait apparaître aussi, bah voilà, des autres, des paysages, des autres, des vivants, je sais pas, des végétaux, des animaux, etc., etc. Mais en fait, en les faisant apparaître, en les nommant, qu'ils soient vivants ou morts il y a bien longtemps, bah ça permet aussi de les considérer. Et nommer, c'est considérer. Et je crois que du coup. C'était beau de ressentir ça aussi en travaillant sur la préhistoire, aussi en ouvrant vos livres, de pouvoir nommer, je considère, et j'ai un lien qui se crée et je me sens attachée à, et donc peut-être je sais pas si je peux être une meilleure personne, mais j'ai un rapport au monde que je trouve un peu plus augmenté. Oui, j'ai juste une remarque et après une question pour l'autrice. Bon, déjà, c'est une réflexion que j'ai suite à la discussion présente. C'est vrai que la préhistoire, c'est comme d'autres sciences humaines, c'est vrai que c'est une science qui prend bien soin de chercher ses biais, parce qu'on a vu, comme vous l'avez dit, le Xe siècle est passé par là et a ravagé beaucoup de sciences, et c'est vrai que la préhistoire, ça fait partie des sciences, je trouve, où il y a une recherche des biais pour essayer de se rapprocher d'une vérité qu'on n'atteindra jamais. Et par rapport à ça, j'avais une question pour l'autrice. C'est vrai que souvent, quand on a une œuvre qui parle d'une époque, d'histoire ou de préhistoire en l'occurrence, on dit souvent que l'auteur ou l'autrice parle plus de son époque que de l'époque en question. Et du coup, là, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a les deux. Est-ce que la pièce en question, elle parle plus de préhistoire ou de notre époque? Peut-être des deux, j'espère des deux. Mais c'est vrai que quand j'ai travaillé sur le sujet, en fait, il y avait un truc dont je ne voulais absolument pas, une chose sur laquelle j'étais très claire, c'est que je ne voulais surtout pas écrire une pièce où ça serait un documentaire de la BBC. Vraiment, ça, je voulais pas, quoi. Le côté, oh, l'homme sapiens avec son feu, machin. Enfin, je voulais surtout pas ce truc-là. Je voulais pas faire une sorte de reconstitution, voilà, par le poème, de ce que c'est que les temps immémoriaux. Ça, je voulais surtout pas. Ça m'intéressait pas, et en plus, du coup, je me heurtais au fait que j'allais forcément être inexacte, puisque j'allais pas y arriver, puisque tout change en permanence, et que je suis pas suffisamment sachante, je suis grandement ignorante encore sur ce sujet, donc très vite, je me suis dit, c'est pas une bonne piste.
L'autre mauvaise piste, c'est que j'avais pas envie de faire intervenir des scientifiques dans la pièce. Je me suis dit, on doit pouvoir essayer de trouver une façon de raconter ça, mais en passant par des personnes dont ce n'est pas le savoir, dont ce n'est pas les connaissances. Et donc, je me suis dit, je veux aussi parler à partir de moi, d'ici et maintenant, et le contemporain, et de dire, bon, si je pense d'ici et maintenant, qu'est-ce que ça me fait de penser au paléolithique, et comment ce paléolithique, et du coup, bon, après, c'est toutes ces autres ailes, parce que c'est plus grand, mais comment ça peut rentrer en moi, et dans mon contemporain à moi, comment je peux le traduire. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant, parce que du coup, ça me laissait de la marge de manœuvre pour l'inexactitude, déjà, premièrement, puisque je pouvais traduire des motifs. Bah voilà, je sais pas, vous avez sans doute reconnu plein de trucs, mais bon, voilà, mes petits, toute ma bande là, de squatteurs, bon bah voilà, c'est différentes espèces humaines, la main de sang, bon je pense que vous avez capté aussi, Lascaux, la grotte, enfin bon bref, c'est pas forcément Lascaux, mais etc., etc. Il y a des motifs en fait qui sont partout, et je trouvais ça beau de faire surgir ces motifs, de les faire infuser dans notre époque contemporaine pour qu'il y ait des temps brouillés, que le paléolithique et toutes ces ères autres nous racontent le contemporain, et peut-être que le contemporain nous raconte aussi quelque chose de ces ères-là pour mieux les percevoir, les prendre dans nos corps, les prendre dans nos imaginaires. Donc j'espère qu'il y a les deux. Et j'espère qu'il y a du futur là-dedans aussi. Parce qu'on parle beaucoup du présent et on parle beaucoup du passé, mais je crois que c'est une pièce qui... C'est pas une pièce d'anticipation, mais... J'assume le côté un peu post-apocalyptique de la pièce, sur son démarrage. J'aime bien me dire que ces deux choses-là, le présent, le passé, sont en fait deux choses qu'on peut ramasser pour peut-être ensuite projeter du futur, du possible, puisque ça se termine comme ça. Elle est le possible. Donc, il n'y a plus qu'à écrire la suite. J'avais une question, tout là-haut. Je trouve, c'est pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, Gwendoline, là-haut, à côté de la régie. Je vais mettre à la lumière. En fait, la question, c'était que ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, et c'est ce que je défends aussi en tant qu'artiste, c'est que finalement le théâtre représente la société, mais fait aussi la société dans des possibles changements, mais en tout cas, je ne pense pas à changement, mais en tout cas des interrogations. Et est-ce que vous, en tant qu'historien et historienne, est-ce que vous pensez donc représenter nos sociétés, mais aussi la modifier en travaillant? Allez, bonne chance. Bon, on a 3 heures, c'est ça? T'es bien, tu te décharges. Non, je plaisante, mais en réalité, c'est une très bonne question parce que c'est vrai, en tout cas, là, je ne parle pas au nom des préhistoriens en général, je parle en mon propre nom. Pour moi, c'est important quand même d'amener ma quote-part, d'amener à la société actuelle, d'amener, de faire partie de cette grande chaîne des humains. Je fais un maillot de cette chaîne et j'essaie d'apporter quelque chose, pas seulement de me faire plaisir par un métier que j'adore, qui apporte beaucoup de satisfaction parce qu'il est très, très enrichissant. Et puis en plus, vraiment, il y a plein d'aspects de collaboration, de partage, comme ce soir. Donc mais en dehors de ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et je pense que c'est important de se dire, de faire une réflexion, parce que je me dis, je suis payée par l'État, je suis directrice de recherche au CNRS, donc c'est vos impôts, et les miens, qui payons des gens comme moi, et c'est important aussi de s'investir dans cette société. Et pas seulement de se faire plaisir en étudiant des ossements, voilà. Et je crois que cette réflexion, bien sûr en mettant beaucoup de guillemets, beaucoup de réserves, de prudence, etc., mais on a le droit aussi de proposer des hypothèses. Je pense qu'il ne faut pas non plus, parce qu'il y a des fois c'est un peu aride, on n'est pas là non plus pour donner simplement des données factuelles, de dire, ben voilà, vous avez là un outil, c'est un racloir déjeté, machin chose, mais voilà, je veux dire, ça c'est bien pour nous, c'est bien dans nos... Mais il faut aller faire autre chose, c'est à réfléchir sur ce que ça veut dire, que veulent dire ces sociétés anciennes, réfléchir, moi j'avais travaillé justement sur la violence, sur les origines de certains comportements, de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui se passait à ces temps anciens, et qu'en réfléchissant à ça, peut-être je peux apporter
quelque chose pour cette société. Je prends l'exemple de mon dernier ouvrage. Moi, je fais partie de ceux, n'en déplaise à certains, qui pensent que justement, la domination des mâles sur les femelles, de l'homme sur la femme, si vous préférez, n'est pas originelle, n'est pas naturelle, que ceci n'a pas de sens pour moi. C'est pas génétiquement programmé, vous n'êtes pas génétiquement programmé, excepté pour la reproduction, mais sinon pour faire telle activité. On le voit bien que maintenant avec de l'apprentissage, l'ouverture des métiers dits masculins aux femmes, ça marche très bien, et inversement, des métiers féminins aux hommes. Donc voilà, je pense que je fais partie de ça, et en disant que le système patriarcal, parce que, pour dire son nom, s'il n'est pas originel, s'il n'est pas naturel, au sens des anthropologues du 19e, eh ben, on peut, c'est culturel, donc on peut changer, donc on peut modifier, on peut, voilà, on n'est pas forcément obligé de continuer ce système, voilà. Même si c'est un système qu'on peut dire qui a bien réussi quand même, bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer. Et je crois qu'en réfléchissant sur ces exemples-là, on peut essayer de, voilà, alors après on en fait ce qu'on veut, mais ça permet d'ouvrir, de discuter, et justement à travers les conférences, avec Pascal et tout, on fait beaucoup de conférences, on rencontre des gens, le public, qui fait d'autres métiers, et on voit que les choses progressent. Et quand on leur dit des choses, ils disent « Ah ben oui, au fait, pourquoi ça serait comme ça ?» Donc voilà, on amène, et je pense que c'est aussi notre travail. On a un travail très sérieux, voilà, notamment avec les étudiants, etc., les données, et tout. Mais on a le droit aussi, après, de dire « Voilà, mon interprétation, je dis bien mon interprétation, est celle-ci, parce que je m'appuie sur ça et ça, mais j'ai le droit de faire ça. » Si, justement, pour que ça rentre dans l'intérêt de tout un chacun et pas seulement dans l'intérêt des préhistoriens de mon domaine scientifique. On prendra après une dernière question. On a encore 2 réactions dans la salle. Très rapidement, voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a d'être dit. Et puis on juste, je crois que vous avez posé la question de savoir si nos métiers pouvaient faire avancer la société, etc. Tout le monde peut faire avancer la société. Il n'y a pas que les préhistoriens. Sinon, on se fait mieux payer. Ouais, on se fait mieux payer aussi. Parce que là, on passe sur un autre problème. Mais la jeune personne qui est ici fait sans doute plus avancer la société que moi. Hein. Enfin, je le pense en tout cas, par les textes qu'elle fait, qu'elle écrit et qu'elle produit. Donc tout le monde peut le faire, ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes des êtres de culture. Nous sommes des êtres de culture. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme à nos actions. Nous en sommes responsables. Et je souhaite pousser un cri par rapport à la génétique. Méfions-nous de l'explication de tout par la génétique, parce que nous sommes avant tout des êtres de culture. Oui, tout à fait. Et juste, avant qu'on termine, je tenais quand même quelque chose de très important, qui me tient là aussi à cœur. Je vais pousser moi aussi un cri, peut-être plus fort, un peu plus fort. Voilà, parce que là, par exemple, aussi sur la préhistoire, on utilise, pour expliquer certains comportements des humains préhistoriques, on utilise l'ethnographie, donc l'ethnologie comparée, l'ethno-archéologie, vous prenez le terme que vous voulez, peu importe. Mais on va choisir, voilà, on va les regarder, ces peuples, et on va dire, ah, ils sont des chasseurs-cueilleurs, voilà. Donc on a ici des reliques de la préhistoire. Donc là-bas, dans ces sociétés, en plus on fait une espèce d'essentialisation, on généralise tout, on dit les sociétés de chasseurs-cueilleurs subactuelles, parce que franchement maintenant il n'y en a plus beaucoup, hein, et tout, on avait par exemple telle activité, c'était les femmes, telle activité c'est les hommes, donc c'était comme ça dans la préhistoire. Alors là, pour moi, premièrement c'est un biais scientifique, parce qu'en fin de compte, vous imaginez, c'est comme si ces ethnies, ces groupes, je pense à Messane évidemment, mais il y a d'autres groupes, n'avaient pas d'histoire. Pendant 10 000 ans, ils n'ont pas d'histoire. Alors qu'on sait très bien qu'ils ont rencontré différents, il y a eu des migrations, il y a eu d'autres peuples qui sont côtoyés à d'autres peuples, etc. Donc c'est évident que pendant ces 10 ans, ils ont eux aussi une histoire, et de ce fait, ils ont été influencés, et même s'ils ont gardé une économie basée par exemple sur la chasse et la cueillette pour certaines de ces sociétés, leurs systèmes sociaux
ont peut-être varié, leurs cosmogonies ont peut-être varié, et même on le voit parce qu'il y a beaucoup, par exemple, les salles du Canary ne font plus de peinture alors que les gens faisaient il y a 1000 ans. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est aussi gênant d'un point de vue éthique. Lévi-Strauss l'a quand même dit, il faut relire quand même Race et Histoire. Tous les peuples ont une histoire. Donc, et je pense que ça peut être quelque chose, un biais méthodologique important, et j'en parle parce que c'est le seul argument dans beaucoup de discussions qu'on a avec nos collègues par rapport justement à la division sexuée du travail. Certains vont chercher, vont mettre en avant ça, c'est-à-dire qu'il y a une division sexuée du travail chez la plupart des peuples chasseurs-cueilleurs qui restent, pour dire que c'était pareil pendant la préhistoire. Et pour moi, voilà, je tenais à le dire parce que c'est assez choquant à la fois scientifiquement. Parce que c'est le seul, parce que comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'archéologie, des vestiges archéologiques, quand on a un outil dans la main, moi en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui peut m'expliquer si c'est un homme ou une femme qui tenait cet outil. Donc voilà, mais malgré ça, on va toujours représenter les hommes. On va dire non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Non, non, ce sont des hommes qui t'expliquent. Non, non, elles ne chassent pas. Pourquoi elles ne chassent pas? Alors là aussi, c'est. Voilà, elles ne peignent pas. Pourquoi elles ne peignent pas dans les dents? Donc, et à chaque fois, on ressort plus l'argument du 19e, parce que c'est un système patriarcal, bien que peut-être pour certains. Mais en tout cas, c'est parce qu'il s'appuie sur ces peuples-là. Et pour moi, ça me gêne beaucoup. Vraiment, parce qu'on a pris ça, on a accepté, même moi, je fais mon mea culpa, on a fait attention que c'était souvent utilisé. Donc nous aussi, on est tombés dans ce biais, et franchement, je trouve ça assez choquant. On va peut-être questions dans la salle. On va prendre les deux questions, les deux remarques. On répondra, et puis on arrêtera pour ne pas finir trop tard. On pourra... On pourra quand on sera. Oui. On pourra continuer de façon plus informelle après autour d'un verre. On va boire. On aurait dû commencer par ça. Oui. Tout en haut dans la salle. Tout en haut dans la salle, allez-y. Oui, je te vois. Bonsoir. Alors moi, je voulais savoir ce que vous inspire quand vous avez écrit votre œuvre, plutôt sur le côté philosophique, c'est-à-dire que l'homme est parti d'une seule cellule, et que maintenant il forme un tout, mais que malgré tout il reste une infime chose dans ce monde qui est en fait la vie et l'évolution. Peut-être on va prendre la deuxième aussi remarque. Je sais que celle-là elle est absolument... elle est gigantesque. C'était celle que je voulais poser à peu près à la fin, et puis je me suis dit non, c'est trop tard, je ne vais pas le faire. Vas-y. Je sais pas, j'entends pas. Oui, enfin, bonsoir. J'ai hésité à poser la question parce que vous avez en partie répondu sur ces questions justement de mise en question du rôle des genres sur la société patriarcale, et je voulais vous demander, vous avez en partie répondu, quels outils vous avez pour justement amener des éléments contre ça, pour remettre en question un modèle culturel qui peut-être est très récent. Donc on a les premières questions. Je vais faire très vite parce que voilà, ça va être c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, tout à l'heure on parlait de la taille des outils, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même des éclairages. Par exemple, si on prend le statut des femmes par rapport au statut des hommes, quand on regarde les sépultures, on constate qu'il n'y a pas plus de sépultures de femmes que d'hommes. En plus, il y a beaucoup de sépultures d'enfants, etc. Donc on n'a pas une sélection, par exemple, du défunt en fonction de son âge ou de son sexe. Ça, c'est une donnée importante. En plus, quand on regarde le mobilier funéraire qui est associé, ou les parures qui sont sur les individus, on n'a pas non plus. C'est-à-dire qu'on a des hommes parés, bien parés, on a des femmes parées, on a des hommes qui sont bien enterrés, c'est-à-dire voilà, avec du mobilier important, on a aussi des femmes. Donc on ne voit pas, si vous ne se dégage pas, par exemple, de quelque chose qui montrerait qu'il y a plus, les hommes sont plus un statut supérieur, parce que même dans la mort, enfin, qui est souvent quand même un bon critère, ils ont un traitement particulier. Je parle là pour le paléolithique. Et donc ça, par exemple, ça peut être une donnée. Il y a une donnée quand même qui est très intéressante, très importante, c'est l'art paléolithique. Parce que bon, il y a eu beaucoup de choses sur les statuettes féminines, et quand même, quand vous avez dans l'art mobilier et l'art pariétal, c'est 80 et 90% de représentation féminine, donc très peu masculine. Donc là aussi, que pour diverses raisons, sur ces 25 000 ans, c'est quand même les femmes
ou bien leur sexe qui sont représentés, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que dans la société, la femme, pour X raisons, peut-être bien sûr, on pense tout de suite à la reproduction, etc., donc avait une place, avait un rôle très, très important. Probablement parce qu'il y avait aussi l'enfant, et on est toujours sûr hein, de la mère, l'enfant, la seule chose qu'on voit c'est qu'il sort du corps de la femme, donc c'est quelque chose d'important, les deux sont très liés à mon avis. Et donc voilà, on a, par contre sur ça, on arrive. Mais là, moi je bloque pour l'instant, je ne sais pas Pascal, il a peut-être des idées, moi je bloque, en tout cas avec les moyens qu'on a, pour savoir vraiment, voilà, maintenant on sait que les femmes peuvent aller dans les grottes, parce qu'avant on disait qu'elles ne pouvaient pas y aller, alors j'ai jamais trouvé la raison, hein, c'était comme ça, on savait pas. Elles allaient, voilà, elles ne pouvaient pas rentrer dans les galeries, on ne sait pas. On avait peur du noir. On avait peur du loup, je sais pas. Maintenant, on sait qu'elles vont dans les galeries, donc on peut très bien là aussi penser, parce que rien n'empêche que certaines des représentations, là aussi, il faut toujours être modeste, certaines des représentations, c'est peut-être des représentations faites par des femmes, et d'autres représentations par des hommes, etc. Donc, vous voyez, on a quand même maintenant des ouvertures qui permettent de réfléchir. Je travaille sur l'alimentation, arrêtez parce que je suis bavard. Sur l'alimentation, par exemple, il y a des méthodes biogéochimiques qui permettent de savoir ce que vous avez mangé, sur un squelette. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'au paléolithique, pour l'instant, en tout cas, j'en parlais avec des collègues anthropologues, on n'a pas de différence d'alimentation. Alors qu'à la fin du néolithique, dans quelques régions, on va voir apparaître une différence d'alimentation entre les hommes et les femmes vont avoir beaucoup de nourriture qui sera beaucoup moins riche en protéines animales. Donc vous voyez, et là on ne voit pas ces différences de statut. Donc on a quand même que quelques éléments, mais par contre, sur la division sexuelle du travail, pour l'instant, on n'a pas de problème. Donc ça peut être les uns ou les autres, voilà. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur la question juste d'avant pour finir? C'est normal que ça soit gros. Oui, alors je suis là parce que je sens qu'il faut que je dise un truc très intelligent pour conclure, et c'est chaud là. Le tout. Je pense que j'ai déjà un petit peu dit des choses là-dessus tout à l'heure, donc je vais me répéter un peu, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup l'idée de me dire que en moi je porte des formes de vivants précédentes. C'est une idée qui me touche énormément. Et je pense que ça, voilà, enfin je l'ai dit, mais ça me crée de l'ouverture, de la disponibilité, et peut-être un rapport au monde, au cosmos, j'en sais rien, à ma place comme ça sur cette planète, dans cet environnement qui m'élargit, qui me donne de la place pour respirer. Et j'aime bien sentir que je porte ça en moi. Une très 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 longue histoire, et vous la portez aussi. Et c'est très beau de penser ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment infiniment de cette rencontre. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais effectivement pour nous c'est magnifique d'avoir cette rencontre entre la science et l'art, etc. Pascal Depape veut faire une remarque, on va le faire. Juste avant, je dirais que nous allons, on peut passer par là pour aller partager, boire un verre, etc. Il y a les livres qui sont dans le hall, on va les mettre plus près, normalement c'est prévu, on va les mettre plus près de l'endroit où on va boire un coup. Et donc si il y a des gens qui veulent se faire dédicacer les livres pendant quelques minutes, ça peut être possible. Voilà. Et moi je voulais juste dire, le spécimen n'est pas encore paru parce qu'il est tout neuf, mais il paraîtra, si ça vous intéresse, en 2023 aux éditions Espace 34. Et vous avez en fait entendu ce soir la moitié du texte. Voilà, il est plus long, mais en lecture on en a fait 50 minutes. Donc voilà, je vous donne rendez-vous en 2023 si ça vous intéresse. En ce qui me concerne, une petite annonce très très rapide. Le 17 juin, on organise avec le musée de Picardie, avec le musée de Picardie, l'université de Picardie, le 17 juin et l'INRAP, on organise au musée de Picardie une journée qui s'intitule Art contemporain, art préhistorique, avec des interventions d'étudiants en histoire de l'art, d'étudiants en art plastique, en bande dessinée,
quelques scientifiques plus ou moins humbles, et c'est une journée ouverte à tous et toutes, gratuite, qui peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Merci beaucoup.